Bonjour, nous sommes au milieu du XVIIe siècle et le royaume de France est ravagé par les guerres civiles. Mendiants et miséreux de la campagne, ayant été victimes des malheurs de la guerre, affluent vers les villes, lieux d'acheminement des subsistances, causant ainsi de nombreux troubles à l'ordre public. Mais des opportunistes, feignant le mal et la pauvreté, s'agrègent aux véritables nécessiteux abusant abondamment de la charité publique. Sévissant à la cour des miracles, baptisée ainsi en l'honneur de ces odieux profiteurs. Ces derniers recouvrent la santé dès que la situation se gâte. Ainsi nous voyons boiteux courir et aveugles trouver miraculeusement leur chemin. L'organisation de ces escrocs se porte si bien qu'elle ne manqua pas de prospérer. Seulement la police ne l'entendait pas ainsi et la réponse du lieutenant général ne se fit pas attendre. « Le dernier sorti sera pendu » s'écria-t-il au milieu de la place de la Fortune. La cour s'en trouva nettoyée dans l'instant. Il est vraisemblable qu'il n'eut aucun pendu. La cour ayant été fermée à la suite de l'événement ne régla pas le problème de la mendicité pour autant. Cette histoire fut prétexte trouvé pour insinuer que tout mendiant n'est que simulateur. Thèse défendue par la société secrètement organisée appelée Compagnie du Saint-Sacrement. Le nom de leur secte secrète peut sous-entendre l'implication de l'Église ou bien la présence des membres de l'autorité ecclésiastique. Que nenni. Cette compagnie composée de hauts magistrats, de grands bourgeois et de princes prétendent deux choses. La première, pouvoir débarrasser les rues des mendiants par leur projet nommé l'hôpital général. Écouter des chroniques historiques en vidéo, c'est excellent. Mais lire, c'est encore mieux. Alors si vous souhaitez en connaître plus sur votre histoire, rendez-vous sur la boutique de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Faites le plein de livres et apprenez-en davantage sur ce qui a fait la gloire de notre pays. Bien connaître notre histoire de France nous permettra de mieux la transmettre. Cliquez sur le lien en description de la vidéo pour découvrir tous les livres disponibles. Sachez également que vous pouvez me faire un don sur la plateforme Tipeee pour m'aider dans la réalisation de toutes ces vidéos. Merci et je vous laisse écouter la suite de l'histoire. La seconde, la nécessité de se cacher pour faire le bien, raison pour laquelle cette dernière s'organise en société secrète. Ils sont laïcs et entendent donner le ton de la moralité publique. Longtemps, ces messieurs ont cherché la bénédiction de l'Église et jamais ne l'ont obtenue. Promouvant pudibonderie subjective, ils s'octroient bientôt le droit de faire fouetter les femmes de mauvaise vie, mais s'offusquant aussi d'actes de charité distribués sans confession, reprochant à l'Église d'être trop bonne. Pensant pouvoir se soustraire aux querelles qui leur étaient faites en raison de leur incursion intempestive à répétition dans des affaires auxquelles ils devaient demeurer étrangers, ils crurent bon de s'attacher les services de Vincent de Paul, illustre prélat de Paris, qui finira canonisé. Bien qu'ayant accepté d'intégrer la société, il n'y siégera jamais. Mais continuant d'étendre leur emprise sur la question des pauvres, ils formèrent l'ambition de les mettre au travail, avec sévérité et force, puisque les malheureux sont coupables de leur misère. Et c'est en cette affectueuse considération de l'âme tourmentée que ces grands juristes protecteurs de la vie commune vont élaborer durant 9 ans ce projet d'hôpital général. La conception de celui-ci traversa les règnes. Débutant sa rédaction sous Louis XIII, signée par Louis XIV, lui étant présenté comme solution miracle à l'indigence publique qui accourait les rues depuis la Fronde, la compagnie s'étant artificiellement associée à l'Église, laisse les prêtres officier des messes sans avoir la possibilité de pouvoir entendre en confession les renfermés de l'hôpital. Or, l'opacité établie par cette dernière, gestionnaire exclusive du lieu, se défiait de l'autorité royale. Les magistrats tout-puissants et l'Église n'ayant elle aussi droit de regard, le roi Louis XIV, sous l'impulsion de Mazarin, décide de la dissolution de la Compagnie du Saint-Sacrement. Problème, l'administration de l'hôpital était monopole de la secte, les jansénistes. Ces nouveaux investis des lieux se montrèrent d'autant plus cruels et insubordonnés
allant jusqu'au mépris des ordres du nouveau régent Philippe d'Orléans, Louis XIV ayant été rappelé au ciel en 1715. Frappés d'hérésie par le pape Clément XI, ils refuseront d'enregistrer au Parlement de Paris la bulle Unigenitus. Ces messieurs prétendent être plus royalistes que le roi et plus pape que le pape, et jugeant plus finement que ces deux illustres autorités du bon fondement des choses. Ils ne cesseront de poser des problèmes, s'opposant puissamment à chaque décision à laquelle ils n'adhèrent pas. Conflit occupant tout le siècle de Louis XV. Dans cette institution, les juristes jansénistes de Paris ont à charge des milliers de pauvres, rien que sur Paris. Les renfermés sont parfois des familles entières qui sont séparées dès leur entrée et qui ne se reverront jamais. Ces pauvres âmes sont sous la coupe d'hypocrites noceurs maltraitants qui agissent sans crainte, puisque les multiples plaintes déposées à leur encontre échouent sur leur bureau. Prônant la mortification de l'esprit et du corps, ils ne sauraient être autre chose que de purs débauchés partageant la couche du personnel féminin des lieux. Faisant aussi régner l'enfermement obligatoire des pauvres gens, sous quelque raison que ce soit, et réprimant sévèrement toute charité extérieure à la leur, sous peine d'amende. Ces messieurs se sont tout simplement accaparés le sort des pauvres de tout le royaume de France. Après de nombreuses plaintes visant la direction et le personnel de l'hôpital pour détournement de fonds, maltraitance, cruauté et l'hygiène déplorable des lieux, 1740 se termine par ce scandale opposant jansénistes et prêtres catholiques. En effet, des jansénistes venant de l'extérieur de Bicêtre en sont venus aux mains avec les prêtres catholiques de l'Institut, présents pour l'éducation des enfants de chœur. Cette altercation est à l'origine de reproches faits aux prêtres d'être trop laxistes, de manquer de sévérité et d'attribuer trop facilement les absolutions, quand ceux-ci pouvaient en donner, et affirmant qu'ils pouvaient mieux faire. Le roi Louis XV, excédé de toutes ces querelles, mandate l'archevêque Christophe de Beaumont pour le rétablissement de l'ordre en prenant fonction à l'hôpital général. Cela fait, aussitôt l'encadrement et la supérieure responsable de l'ensemble des sites de l'Institut plient bagage, criant ne vouloir être sous l'autorité du prélat. S'ensuit une élection pour déterminer la remplaçante de Madame tout juste partie. Une amie de l'archevêque, Madame Moisan, fut élue. Ce qui ne plut pas à l'administration qui se mit en grève. Le Parlement fit de même, ne voulant plus s'occuper de l'hôpital et refusant toute activité de justice. Le roi rétablit l'ordre, mais dut redonner le pouvoir aux jansénistes du Parlement et exila Monseigneur de Beaumont dans le sud du royaume. Les jansénistes pouvaient désormais assurer seuls le droit de gestion religieuse des renfermés, dictant qui devait aller en confession et qui ne le devait pas. Et c'est Nicolas Restif de la Bretonne qui nous en livre la raison. Ayant été enfant de chœur, il dénonce dans son ouvrage les pratiques pédérastiques pratiquées sur les enfants de chœur par les jansénistes protégés par le Parlement. Voilà pourquoi prêtres et jansénistes en étaient venus aux mains. L'esprit catholique ne pouvait tolérer pareille ignominie. Selon de la Bretonne, toujours, les officières elles-mêmes se faisaient rendre des services sexuels actifs et passifs. Nous avouons que lui-même couchait avec l'ancienne supérieure, ajoutant que tous les enfants de chœur étaient la proie des pédophiles jansénistes. Raison pour laquelle l'administration de l'hôpital exigeait sans concession la direction exclusive des âmes. Pas de confession, pas de scandale. Mais cela n'est que le début. Marion Sigaud, ayant travaillé 10 ans aux archives de France, met à jour un vaste trafic d'enfants, de prostitution, d'enlèvement d'enfants et de disparitions douteuses. 2000 en 10 ans. Elle y découvre également un pourcentage élevé de morts chez les enfants transférés de site en site, trajets durant lesquels 30% des enfants disparaissent ou n'arrivent qu'1 ou 2 jours plus tard. Alors qu'un seul petit kilomètre sépare les deux établissements en charge des transferts. C'est le début d'une suite d'affaires dont l'historienne Marion Sigaud nous éclaire par la commission d'un ouvrage intitulé « La Marche Rouge ». Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche
pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France!